Au cours des 3 derniers épisodes précédents de la mini-série sur la France, nous avons vu comment la France au cours du Paléozoïque a voyagé de l'hémisphère sud vers celui du nord, pour venir ensuite se greffer au supercontinent Pangée. Ensuite, durant le Trias, sous l'effet de la tectonique des plaques, celle-ci s'est vue tour à tour immerger, émerger à plusieurs reprises, pour finalement terminer au cours du Jurassique en partie émergée. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode, nous continuons notre périple et voyons ce qu'il advient du pays au cours de la période suivante, le Crétacé. Il y a 145 millions d'années, le Jurassique touche à sa fin. L'ère des géants est désormais terminée. Débute alors la troisième et dernière période du Mésozoïque, le Crétacé, la période la plus connue du grand public, et ce pour plusieurs raisons. C'est la plus récente, donc la plus aisée à étudier, la plus médiatisée par les différents documentaires et la célèbre série cinématographique Jurassic Park. Alors oui, je sais, mais Crétacé Park, ça claque moins bien que Jurassic Park. Alors pourquoi pas, où nous en sommes en termes d'erreurs scientifiques, allons-y. Mais ne vous y trompez pas. À quelques exceptions près, comme le stégosaure, qui est bel et bien un animal datant du Jurassique, les héros de la plupart des films sont des animaux datant du Crétacé. Le T-Rex en tête, le Triceratops, le Spinosaure, le Pteranodon, et puis dernièrement, le Mosasaure, et bien entendu le fameux Vélociraptor, qui n'en est pas vraiment un. Mais bon, passons. C'était juste pour l'anecdote. Le Crétacé est défini en 1822 par le géologue belge Jean-Baptiste Julien Domalius d'Alloy, et ce d'après les couches stratigraphiques présentes dans le bassin parisien. Cette période va s'étaler sur pas loin de 80 millions d'années, de moins 145 à moins 66 millions d'années, faisant du Crétacé la période la plus longue des périodes du Mésozoïque. Les deux périodes précédentes, le Trias et le Jurassique, qui sont bien plus courtes de quelques 30 millions d'années, sont divisées chacune en 3 parties. Or, le Crétacé, bien que plus long, ne comporte que seulement 2 époques. 2 époques nommées, une fois de plus, de façon très originale, inférieure et supérieure. Et dont la séparation est définie non pas par une énième crise ou extinction, mais par la simple limite temporelle des 100 millions d'années. Ce qui fait qu'à 10 millions d'années près, nous avons 2 époques de plus ou moins même durée. 45 millions d'années pour le Crétacé inférieur et 34 millions d'années pour un supérieur. Et chacune de ces 2 époques sont constituées de 6 étages. Je vous disais dans l'épisode précédent de cette mini-série que le Jurassique avait été nommé en raison des strates géologiques de cette même période découverte dans le Jura. Eh bien, en ce qui concerne le Crétacé, il ne s'agit pas à proprement parler de strates géologiques, mais du contenu des strates elles-mêmes, à savoir la craie. Oui, celle avec laquelle, autrefois, on écrivait sur les tableaux noirs des classes d'école. Et il est à noter que Crétacé provient du latin creta, et signifiait jadis qui contient de la craie. Et de la craie, il s'en est formé un sacré paquet. Il n'y a qu'à se rendre au pied des falaises d'Étretat pour en prendre toute la mesure. Cela dit, toute cette craie ne s'est formée qu'au cours du Crétacé supérieur. Tenez, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse au sujet de la craie. Savez-vous quelle est son origine ? Eh bien, c'est une roche sédimentaire calcaire. Mais si je vous disais que lorsque vous tenez un bâton de craie dans les doigts, eh bien en fait vous tenez un bâton de merde. Je m'explique. Pour faire simple, la craie est le résultat de déjection de petits crustacés nommés copépodes, qui se nourrissent d'un phytoplancton spécifique, une microalgue unicellulaire appelée Coccolithophoridae. Ces derniers possèdent une coquille, les coccolithes, et c'est la matière constituant les coquilles qui, une fois digérée et déféquée par les crustacés, s'accumule au fond des mers, puis se cimente au cours des années qui suivent. Donc dire que ça a chié au Crétacé est un doux euphémisme. Géologiquement parlant, au niveau planétaire, tout au long de la période, la tectonique va redessiner le visage de la planète. Voyez donc, ici, nous sommes à la fin du Jurassique, il y a 150 millions d'années. On distingue encore le C du continent Pangée. L'Europe est quasiment inexistante, quelques îles plus ou moins grandes. Ensuite, au Crétacé, il y a 120 millions d'années,
À quelques détails près, rien de notable, si ce n'est que le continent du pôle sud se fracture en divers morceaux. L'Europe est un archipel. Puis, il y a 105 millions d'années, plus ou moins le milieu du Crétacé, ça bouge. L'Amérique du Sud se sépare de l'Afrique, donnant ainsi naissance à l'océan Atlantique Sud. L'Australie, l'Inde et Madagascar qui se détachent du continent antarctique, puis ce sera au tour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de partir vers leur nouvelle destination, celle que nous leur connaissons aujourd'hui. Et l'Amérique du Nord semble en partie immergée. L'Europe, quant à elle, est toujours un archipel. 90 millions d'années, la valse des continents poursuit inexorablement son long périple. Et pour terminer, 65 millions d'années. Les dinosaures n'en ont plus pour très longtemps. Enfin, certains d'entre eux, les dinosaures dits non-aviens. Mais on y reviendra. Quoi qu'il en soit, la planète nous est désormais très familière. Cependant, l'Europe reste encore et toujours un archipel. Bien, voyons ce qu'il en est de la France. Vers la fin du Jurassique, notre pays était en grande partie immergé. Néanmoins, à la toute fin du Jurassique, au Jurassique terminal, plus exactement à l'étage du Tittonien, le pays est marqué par une régression, c'est-à-dire un retrait de la mer. La France est émergée, sauf le bassin sédimentaire du sud-est, qui correspond à la Provence, au Languedoc et aux futures chaînes subalpines. Là, la sédimentation calcaire se poursuit. Mais vers le début du Crétacé, au cours du deuxième étage, le Valangilien, la mer venue du sud envahit de nouveau les terres françaises. Cette fois-ci, il s'agit d'une transgression. Quelques millions d'années plus tard, au quatrième étage, le Barémien, la mer se retire vers le Jura, puis elle atteint son niveau maximal au cours de l'étage aptien, cinquième et avant-dernier étage du Crétacé inférieur. Des lacs s'installent, puis ensuite les récifs coralliens, et cela provoque une sédimentation calcaire. Dans l'ensemble, la France a été faiblement immergée durant le Crétacé inférieur. Même lorsque le niveau de la mer était au plus haut, une grande partie du nord-ouest était à l'air libre. Ainsi, des Ardennes belges, on pouvait se rendre à pied jusqu'en Allemagne et en Pologne, puis ensuite remonter vers la Scandinavie. Mais ça ne va pas durer. Et dès le début du Crétacé supérieur, durant les deux premiers étages du Crétacé supérieur, à savoir le Cénomanien et le Turonien, la situation change complètement. Les forces tectoniques sont à l'œuvre, encore et toujours. Les volcans de la dorsale médio-atlantique, cette grande faille située au beau milieu de l'océan Atlantique, gonflent le fond marin, provoquant ainsi le montée des eaux, et la mer déborde sur le territoire français. Les anciens massifs hercyniens sont partiellement immergés, et la mer de la Craie s'installe sur le bassin parisien, s'étendant sur les actuelles Manche, mer du Nord et Angleterre. Les géologues estiment quant à eux que cette mer a atteint une moyenne de 200 à 300 mètres de profondeur, ce qui est plus que la Manche, dont la profondeur n'excède pas les 180 mètres, et encore plus que la mer du Nord. Plus au sud, un phénomène tectonique, le bombement durancien, fait émerger une partie de la Provence, et les pluies tropicales lessivent et érodent les roches. Les eaux vont dissoudre la silice et autres métaux solubles comme le potassium, le calcium, qui s'en iront enrichir la mer, laissant un sol pauvre, rouge et argileux. On peut voir ça aujourd'hui au Colorado. Non, pas celui des États-Unis. Notre Colorado à nous, le Colorado provençal, dans le Luberon. Voyez plutôt. C'est cette argile colorée, l'ocre, que 100 millions d'années plus tard, nos ancêtres préhistoriques utiliseront pour décorer les cavernes, comme celle de Lascaux, Fond de Gomme, Niaux, Pêche-Merle ou encore la grotte Chauvet. De plus, ces argiles contiennent un minéral très attractif. Avez-vous entendu parler des Baux-de-Provence ? Il s'agit d'un très joli petit village riche en histoire, perché sur une colline dans le massif des Alpilles. C'est dans les Baux-de-Provence que le minéralogiste et ingénieur français Pierre Berthier découvrit en 1821 la bauxite, un minéral dont on extrait l'alumine, l'aluminium. On peut donc remercier le Crétacé. Au fond de l'océan, la dorsale médio-atlantique s'ouvre comme un fruit trop mûr. Les forces engendrées par ce phénomène ouvrent l'océan Atlantique Nord, séparant l'Amérique du Nord de l'Afrique, et de l'archipel constituant l'Europe actuelle. Et c'est durant le Crétacé que cette même faille accouche de l'océan Atlantique Sud. En effet, l'Amérique du Sud, jusqu'alors emboîtée dans l'Afrique, se sépare, et un bras de mer s'engouffre ouvrant le bassin des Caraïbes.
puis ensuite l'océan Atlantique Sud. L'Atlantique dans son ensemble sera complètement ouvert du nord au sud dès la fin du Crétacé. Un autre fait marquant géologique du Crétacé dû à la tectonique des plaques est le déplacement du bloc ibérique, consécutif à l'ouverture de l'océan Atlantique. Cela est dû à une autre faille, une faille apparue dès la fin de la formation de la chaîne hercynienne. Elle est appelée la faille nord-pyrénéenne, même si les Pyrénées n'existent pas encore à cette époque. Celle-ci a eu pour effet de faire pivoter le bloc ibérique qui jusqu'alors jouxtait les côtes aquitaines et bretonnes, et celui-ci glisse vers le sud-est vers sa position actuelle. Sans pour autant égaler les températures tropicales élevées du Jurassique, durant le Crétacé supérieur, sur les terres de France, le climat tropical demeure, et la végétation est luxuriante. Outre les nombreux conifères, cicadales et autres fougères, la végétation s'enrichit d'un nouveau type de plantes. Jusqu'alors, ce sont les gymnospermes, les plantes à graines nues, comme le sapin ou les immenses séquoias actuels. Ce sont ces plantes qui régnaient en maître depuis la fin de l'ère paléozoïque. Et au cours du Crétacé apparaissent les angiospermes, les plantes à fleurs, une végétation qui produit des graines enfermées dans un récipient, le fruit. Cette nouvelle végétation est pourvue de feuilles plus larges et garnie de fleurs, de fruits. Et c'est cette végétation qui, au cours des millions d'années à venir, prendra l'ascendant sur les résineux. Nous sommes au Crétacé supérieur, la France est partiellement immergée. Seule la Bretagne, le Massif central et une longue bande de terre s'étendant du nord de l'Espagne jusqu'à la frontière italienne sont émergées. Les îles ibéro-armoricaines. Pour info, à ce moment de notre petite histoire, sachez que la côte méditerranéenne n'est pas celle que nous connaissons. La Corse et la Sardaigne sont repliées le long de la partie sud de la France, occupant l'actuel golfe du Lion. Elles ne dériveront que plus tard vers l'emplacement que nous leur connaissons. Durant les millions d'années qui suivent, l'archipel français voit le niveau de la mer monter, descendre. Régression, transgression. Ainsi, lors des périodes de basse mer, les animaux vont pouvoir migrer d'une île à l'autre. Et en parlant d'animaux, c'est bien entendu, si je puis dire, l'apogée des dinosaures. Voilà déjà 100 millions d'années qu'ils arpentent la planète. Et ils ont eu le temps de se répandre sur tous les continents, et la France ne fait pas exception. Cependant, comme je l'ai dit à maintes reprises, le pays faisait partie d'un archipel. Et le contexte a été plus propice à l'érosion qu'à la sédimentation, favorisant la fossilisation. En effet, contrairement à l'Amérique du Nord qui en plus d'être un immense continent, durant le Crétacé, le pays était littéralement coupé en deux par une très grande mer intérieure. Ainsi, les rivages du pays s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres de terrains de chasse où les cadavres pouvaient être rapidement ensevelis par les sédiments et favorisant la fossilisation. Et chez nous, il n'y avait pas foule de grands deltas, de marécages ou de rivages pour ensevelir rapidement les ossements. Cependant, rassurez-vous, de nombreux spots témoignant de notre passé mésozoïque furent découverts. D'autres sont découverts et je suis certain que d'autres encore sont encore à découvrir. C'est sûr que l'on n'entend pas parler de découvertes paléontologiques tous les jours. Le truc c'est qu'en paléo, entre le moment où le fossile est découvert et sa publication, eh bien disons qu'un certain temps peut s'écouler, parfois des années. Déjà, il faut le sortir de sa gangue de pierre, ce qui prend un temps infini d'un travail très méticuleux. Et des techniciens, il n'y en a pas toute une armée. Je me suis laissé entendre dire qu'au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, rien que ça, on les compte sur les doigts d'une main. C'est pour vous dire. Les muséums du monde entier regorgent de fossiles encore dans leur enveloppe de roches attendant de passer entre les mains de ces orfèvres de la paléontologie. Puis, ensuite, il faut les étudier. Ça passe donc entre les mains des paléontologues. Et là encore, ça prend un temps pas possible. Car ces gens-là sont capables de regarder un caillou, enfin que dis-je, de lire un caillou, et de vous pondre une description de 20 pages. Un truc de ouf. Bref, c'est très chronophage. Par exemple, si vous vous intéressez quelque peu à la paléontologie, pour sûr que vous avez déjà entendu parler du site d'Anjac, un site de fouilles qui fut très bien médiatisé et qui fit les gros titres des médias vers 2010. Et dont les fouilles se poursuivent encore à ce jour. Ce site incontournable se situe dans les carrières de Grave, de la commune d'Anjac-Charente. En Charente donc, non loin d'Angoulême. Ce site est étudié depuis 1990. Ça a commencé par des os de mammouth, puis en continuant de creuser, ou devrais-je dire en remontant dans le temps, ce sont des os de dinosaures qui furent mis au jour. Et pas qu'un peu.
Le clou du spectacle fut cet énorme fémur de sauropode, pas moins de 2,20 m de long. Un fémur pouvant rivaliser avec les énormes titanosaures d'Amérique du Sud, c'est pour vous dire. Et ce n'est pas la seule découverte que ce site nous a livrée. Outre les fossiles de sauropodes, c'est surtout pléthore d'ossements fossilisés de dinosaures autruches. Les ornithomimosaures, mimo pour les intimes. Voilà, c'est plus ou moins eux là, dans le premier Jurassic Park, avec les plumes en moins, car ce sont des dinosaures aviens. Alors justement, aviens, non aviens, venons-en aux faits. En fait, c'est plutôt simple à comprendre. Avien provient du latin avis, signifiant oiseau. Et avien veut simplement dire relatif aux oiseaux. Vous imaginez bien qu'un diplodocus ou un tricératops n'a rien de relatif aux oiseaux, et encore moins la morphologie, contrairement aux théropodes. En fait, oui, ce sont des dinosaures non aviens qui n'ont rien de relatif aux oiseaux. Et ce sont eux qui disparurent bel et bien dès la fin du Crétacé. Seuls les théropodes en réchapperont, et certains évolueront vers nos oiseaux actuels. À ce sujet, il y a un épisode là-dessus sur les théropodes. Quant aux dinosaures et autres animaux retrouvés sur les terres de France,